Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S813 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 juin 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Alors, au festival photo de la Gacilly, les expositions sont visibles en plein air et font l'objet d'une déambulation dans le village entièrement gratuite. Plusieurs fois au programme ces 20 dernières années, le photojournaliste Pascal Maître nous explique pourquoi, à ses yeux, cet événement revêt une dimension unique. C'est assez extraordinaire de voir toutes ces familles, c'est-à-dire les familles viennent, les grands-parents, les petits-enfants, les enfants, tout le monde vient visiter, parler et profiter de ce festival qui est extérieur. J'ai vu pas mal de festivals avec des accrochages extérieurs. Pour moi, c'est le plus beau parce qu'il est dans ce village qui est magnifique. Il est en harmonie avec le village, avec la nature qui entoure le village. C'est vraiment un festival assez exceptionnel et qui a été pionnier, parce que maintenant, il y a un peu partout, on expose des photos de l'extérieur. À l'époque, il y en avait très peu. C'est aussi un festival qui aborde un thème lié à l'environnement en général, plus un thème lié à une photographie de pays. Et cette année, ça va être l'Australie. Donc, ça permet de découvrir des photographies que l'on ne connaît pas et que l'on ne soupçonne pas. Pour moi, c'est vraiment un festival unique. Et j'ai eu la chance d'y exposer à plusieurs reprises. L'année dernière, j'ai fait une exposition sur les grandes villes dans le monde. Et c'était très intéressant de voir le public, la réaction du public par rapport à ce thème qui était un thème décalé de l'environnement, c'est-à-dire ce n'est pas un thème direct d'environnement, mais c'est un thème qui pose des vraies questions d'environnement. Bon, ça donne envie évidemment. Jacques, vous avez fêté les 20 ans du festival l'année dernière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née finalement cette idée, de créer un festival sur la nature? Oh, c'est très simple, il n'y avait aucune étude marketing. Moi, ce qui m'a motivé, c'est ma passion. La passion que j'ai vis-à-vis de la nature et depuis très, très longtemps. Comme tu le disais, j'ai créé la fondation il y a plus de 32 ans. Et donc je vais aussi sur le terrain et je vois aussi une réalité sur le terrain de destruction des milieux naturels. J'étais encore récemment en Amazonie, je voyais des feux de 30 kilomètres de long et cetera. Donc cette passion, liée à la nature, cette passion liée à la photographie puisqu'elle m'a toujours, tout gamin, quand j'avais 12 13 ans, j'allais faire des photos, avec, le photographe du coin, dans des milieux naturels. Et puis, j'ai toujours aimé la photographie et puis, cette passion pour mon village parce que je suis originaire de ce village, ma mère et mon père sont originaires de ce village et c'est vrai que je trouvais que le ce village est intéressant parce qu'il y a des strates, heu, en Bretagne, c'est assez plat quand même, mais là, Mmh. on est un peu vallonné et donc on est à la fois un peu urbain, par exemple, quand on fait une exposition dans le garage, c'est vraiment un côté très minéral et très urbain et puis, quand on est le long de la rivière, ben, voilà, on est en pleine nature et donc cet assemblage de passion et de ce terrain de jeu qu'est ce village qui s'appelle la Gacilly, je préfère, c'est pas la Gacilly, hein, c'est la Gacilly, est très important parce que encore une fois, on s'attache aussi et Cyril en parlera mieux que moi, mais on s'attache aussi à faire en sorte que la programmation et que l'exposition qui va aller dans tel ou tel lieu correspondent vraiment aussi à ce qu'on veut mettre en scène et ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Et ça, on va en parler de la programmation, la manière dont c'est envisagé, de la scénographie aussi. Juste une précision sémantique, à la base, le festival s'appelait Festival Photo Peuple et Nature. Aujourd'hui, on dit plutôt Gacilly Photo. Festival photo La Gacilly, parce que je pense que c'est d'abord bon, c'est le sous-titre Peuple et Ouais. nature et on a toujours eu cette relation, comme le disait, aussi bien Pascal que Sebastião Salgado. Cette relation est pour nous, très importante. Parfois on nous dit: «Ah bah oui, mais vous montrez des sujets qui sont un peu trop durs», mais c'est aussi la réalité de notre terre, hein, et donc pour moi, ça a toujours été important et c'est toujours aussi et c'est Cyril l'expliquera, par exemple, quand on voit la thématique d'aujourd'hui, sur l'Australie, eh bien, on voit des populations qui ont une relation, mais vraiment intime, avec ce milieu naturel.
Et du coup, Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fil conducteur et l'ADN de ce festival? L'ADN, c'est justement que je crois que sur un plan photographique, on va pas dans des cases. On s'intéresse pas à tel type de photographie. On a du grand public qui vient, et ça, c'est formidable. Donc, on a 320 000 visiteurs chaque année. On est dans l'espace rural, c'est gratuit. Les galeries sont à ciel ouvert. Je dis ça parce que c'est très important. C'est totalement différent que de rentrer dans une galerie à Paris ou même d'aller dans un musée où les gens qui ne se sentent pas forcément initiés ne vont pas franchir le seuil. Là, tout le monde peut y aller et tout le monde y va en famille. C'est important. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir la photographie, donc des gens qui vont apprécier tel ou tel auteur, mais de rompre et de casser les styles. C'est-à-dire qu'on va trouver à la GACI aussi bien du photoreportage, du photojournalisme, on a de la photo documentaire, on a de la photo dite artistique, donc beaucoup plus intimiste aussi parfois. Donc on va chercher de la photo d'archives, on essaye tous les styles photographiques. Et après, c'est ça qu'on trouve assez formidable, c'est que tout au départ, venait un public qui, forcément, peut-être certains ne connaissaient pas bien la photographie, et ils ont exercé un œil, ils se sont initiés, ils ont découvert. Donc nous, ce que l'on aime, justement, c'est ce retour, c'est que tous les ans, les gens reviennent et finalement deviennent des aficionados de la photographie. Donc on les attire dans un lieu qui est magnifique et qui est qu'un lieu dans un paysage naturel. Après, le fil conducteur, ça reste la relation entre l'homme et la terre. Oui, les gens reviennent, les photographes aussi, on en a parlé, il y a un lien qui se crée. Ce qui est assez exceptionnel aussi quand même, c'est la durée du festival, parce que là, on va jusqu'au mois de novembre, c'est bien ça, depuis le départ, c'est ça? Oui, depuis le départ, c'est 4 mois. Alors, normalement, on démarre début juin, mais bon, pour des raisons de travaux qui sont à la GACI, on est obligé de décaler. Mais sinon, c'est une durée de 4 mois. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un espace ouvert. C'est un espace où les personnes peuvent venir à tout moment et peuvent venir et revenir. Et le village, pour ça, s'y prête. Et c'est aussi extrêmement important, comme moi, c'est un peu mon combat aussi. La culture en milieu rural, eh bien, elle doit exister. Ce n'est pas que dans les grandes métropoles. Et donc, faire en sorte que la photographie et que les plus grands photographes acceptent Moi, je me souviens d'une discussion avec Nick Brandt au tout début. On lui parle de l'Agassi, il fait des expos à Los Angeles, à Paris, à Berlin, Agassi. Bon. Et quand on lui explique la thématique, l'esprit même du festival, ça marche. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on a fait venir à nous des photographes qui voyaient ça de très loin, un petit village de 4000 habitants. Voilà. Et ça aussi, c'est passionnant parce que globalement, on a eu très peu de refus, sauf des refus de photographes qui sont très cotés en galerie. Et là, il y a eu un barrage. Mais globalement, c'est un grand bonheur d'exposer à la fois des photographes très connus et en même temps des photographes qu'on va découvrir. Et comme le disait Jacques, c'est vrai que ce qui est important, c'est l'art passant. Donc c'est aussi la culture dans le milieu rural, et c'est de l'art passant. Moi, j'y tiens énormément. Et je me souviens des filles de Robert Doisneau, quand on avait fait une exposition de Robert Doisneau à la GACI, qui était stupéfait, qui dit « Mais ça, c'est exactement ce que mon père aurait aimé voir de son vivant. » C'est-à-dire du grand public qui vient, qui découvre, qui est à l'air libre. Et c'est vrai que ça peut rebuter parfois certains auteurs de se dire « Ah ben, on est en extérieur ». Et puis surtout, en plus, on est sur des très grands formats. Quand je dis sur des très grands formats, là, on a une exposition avec Bobby Loquière où on a des photos qui vont jusqu'à 9 mètres de haut. Mais il faut rester extrêmement professionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'en extérieur, on peut faire une qualité de tirage incroyable. Et c'est vrai que des laboratoires comme Dupont, des laboratoires comme Agelia, des laboratoires comme Initial, aujourd'hui sont devenus des orfèvres aussi. Comme Picto aussi. Comme Picto également, bien entendu, qui sont pas loin de là où nous sommes. Mais c'est vrai que c'est assez génial. Et quand on voit ces toiles qui font 9 mètres de haut, il y a des gens qui sont pas, qui parfois vont s'amuser à toucher en disant « Mais c'est du tirage papier. » Non, c'est en extérieur. Donc c'est vrai qu'on attache un énorme respect à la qualité d'impression.
Et comment se positionne finalement ce festival? Parce que l'offre culturelle photo l'été, particulièrement en France, est quand même très, très large. Alors, on pense à Arles, naturellement, Visa à la rentrée. C'est quoi la place de la Gacilly pardon, dans ce paysage-là? Bah, justement, nous, on mélange les genres. Donc, c'est autre chose. Je dirais que Visa, c'est du photojournalisme. Et c'est formidable, heureusement que ça existe. À Arles, on est plutôt dans une photo de création d'hier et d'aujourd'hui, ou de demain, avec des nouvelles écritures aussi. Euh, Nous, ce qui nous intéresse, c'est la thématique. C'est la thématique environnementale. Il y a d'autres festivals peut-être qui le font, mais en tout cas, on est en plein air, donc il y a tous ces éléments-là qui existent. Mais on a notre spécificité. Donc, on a notre ligne éditoriale également. Une ligne éditoriale, c'est important. Quand on s'offre à 320 000 visiteurs, on ne peut pas montrer tout et n'importe quoi. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on a un public d'enfants, on fait attention aussi. Mais ça ne nous empêche pas d'alerter, de montrer des photos parfois un peu dures pour faire comprendre et pour faire réfléchir. Elle a plus de 300 000 visiteurs, certes, presque plus de 600 000 avec Baden, puisqu'il y a Baden aussi depuis 2018, qui a été créé en Autriche, qui est une extension du festival, qui lui donne une dimension plus internationale. En quoi il consiste ce partenariat, ou du moins ce second rendez-vous? Bah, d'abord, je tiens à remercier Pascal Maître, parce qu'on parlait de camarades, enfin d'amis, enfin de personnes. C'est grâce à Pascal Maître que Loïs Lammer-Huber, qui est éditeur à Baden de livres, en particulier des livres de photos, est venu. D'entrée de jeu, il a trouvé que c'était intéressant. Le maire de Baden est venu à l'Agassi. Nous sommes allés à Baden dans la foulée. Et c'est vrai que la ville de Baden aussi, qui n'est pas du tout la même configuration, c'est une ville qui est à 30 km de Vienne, c'est une ville de terme, une ville impériale, avec des monuments extraordinaires, des jardins extraordinaires. Et c'est là où c'est intéressant, parce que on a aussi une belle alchimie, justement, de cette relation avec la nature. Et ça se fait, je dirais, tout naturellement. Et on est très heureux de ce partenariat, parce que qui ouvre aussi, vis-à-vis des photographes aussi, c'est important, parce qu'on expose une année à l'Agassi, l'année d'après, on l'expose à Baden. C'est ça, c'est la même thématique qui est reconduite d'une année Exactement. sur l'autre. Et ce sur quoi aussi, pour moi, c'est toujours été important, c'était de payer les photographes d'entrée de jeu, dès la première édition. Je considérais que c'était aussi un élément important de payer les photographes, et ils sont payés à la fois à l'Agassi, ils sont payés à Baden. Et c'est vrai que maintenant, oui, une exposition sur 2 ans, c'est 600 000 personnes qui la voient. Scénographe et directeur technique du festival, Dominique Roland évoque le défi que représente l'installation de nombreuses œuvres au sein du village ainsi que leur acheminement. Le travail commence au mois de septembre avec Cyril qui nous présente son projet de programmation. Ensuite, il y a un travail assez fin qui est fait pour attribuer chaque photographe à nos galeries. On a 20 photographes, 20 galeries. On a des espaces qui sont très variés. On fait donc ce choix. Ensuite, le travail de scénographie, il est fait pour répondre aux besoins, aux souhaits du commissaire et de sublimer le travail du photographe. À la Gacilly, les visiteurs vont découvrir 20 expositions, 20 travaux différents. C'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de marches aussi pour faire tout le village. Et la scénographie doit aussi permettre aux visiteurs de changer d'univers entre deux photographes. Vraiment, à chaque expo, de basculer dans un autre univers pour réveiller un peu leur curiosité. Les premières photos sont envoyées en production au mois de janvier. Et on a des livraisons qui s'étalent sur mars, avril, mai. Et en même temps, les constructions des scénographies commencent en atelier en février pour aussi s'étaler jusqu'au mois de mai. Et donc, on a 3 mois et demi de montage avec une équipe dédiée au festival photo. Alors, Cyril, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail sur ce festival en tant que commissaire des expositions, directeur artistique? En quoi ça consiste? Par exemple, tiens, à partir de quel moment tu considères que le programme est arrêté? Le programme est arrêté quand on a nos 20-22 expositions, c'est-à-dire vers le mois d'octobre-novembre, parce qu'il faut aller très vite aussi, parce qu'après, il faut contacter les photographes. Alors, chaque année, on a une sorte de double thématique. Donc, au Festival de la Cassie, on a un pays invité,
Donc, on a eu par le passé, on a eu le Japon, on a eu l'Amérique latine, on a eu l'Afrique, on a eu les pays de l'Est, enfin bon. Ou un continent, enfin, Ou pas un un continent, continent. l'Arctique. Ça peut arriver. Donc, on cherche une photographie spécifique avec des photographes appartenant à ces régions du monde. Et puis, on a une autre thématique qui est toujours liée à la relation entre l'homme et la terre, dans laquelle on cherche différentes écritures photographiques, des grands maîtres de la photographie, comme des jeunes pousses aussi, ou des talents de demain. Donc, et tout ça, ça doit être dans une sorte d'harmonie. Donc, je dirais qu'il y a un choix qui se fait tout au départ. En fait, moi, c'est mon moment préféré. Hein. Mon moment préféré, c'est quand je pars sur une idée de pays et je commence à chercher. Et là, je cherche des choses. Et ça, c'est génial parce que ce n'est pas des projets qui m'arrivent. C'est moi qui vais au-devant de ces projets. Donc, j'aime bien découvrir tout ce qui se passe. Donc, je vais passer, mais quand je dis des heures, c'est des journées entières sur Internet, dans des librairies, à regarder, à voir tout ce qui se fait sur un pays pour commencer à me dire est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Après, on en parle et ça, c'est aussi un deuxième grand moment. Parce que c'est aussi un moment d'amitié, la Gacilly. Et c'est de travailler avec Jacques et on se met derrière un ordinateur. Généralement, c'est l'été, donc c'est plutôt bien, c'est assez confortable, c'est sympathique. Donc, c'est l'été d'avant. Et puis là, on commence à réfléchir, à regarder, à harmoniser en se disant tiens, ça, c'est pas mal. Parce que Jacques a un super coup d'œil et que c'est intéressant aussi d'avoir sa réflexion. Et puis après, petit à petit, on resserre. Et comme je le disais auparavant, on essaye d'épouser tous ces styles photographiques, documentaires, photojournalisme, artistique. On va venir sur la thématique de cette année. Juste avant, comment ça se passe au niveau de l'accueil? La Gacilly, c'est quand même un petit village de moins de 5000 habitants. Comment on accueille plus de 300 000 visiteurs pendant 4 mois dans un petit village? Comment c'est vécu? C'est plutôt bien vécu. Hein. D'abord, c'est bien vécu par les artisans d'art. Il y a 30 artisans d'art à la Gacilly, il y a des commerçants, etc. Moi, je dis souvent, le festival est un booster économique. Hein. La culture attire. Quand on attire 300 000 personnes, on génère 7 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'écosystème. Donc, je dirais que c'est plutôt bien accueilli. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, on s'est battu pour que le festival se fasse. Et c'est vrai que la question que se posaient certains artisans d'art, commerçants, etc., c'est que le festival ne se fasse pas. Et là, ça pose vraiment une question de fond. Donc ça, je dirais que de ce point de vue-là, il est bien accueilli. Après, c'est pas 300 000 personnes dans une journée. Hein, c'est vrai qu'on a des moments entre le 15 juillet et le 15 août qui sont un fort trafic. Mais en règle générale, je dirais que ça se passe bien. D'abord, moi, ce que je constate, c'est que le public est très respectueux des photos. On n'a jamais eu de photos taguées, on n'a jamais eu de photos volées, etc. Et ça, c'est une chance. On ne met pas des vigiles partout, c'est pas possible. Et ça, pour moi, c'est un élément aussi fort, parce que c'est un festival qui est dans un village, et il y a un respect qui se fait, et c'est assez essentiel. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau aux habitants. Hein. Il y a un élément aussi qui est hyper important dans les festivals, c'est souvent les bénévoles. Est-ce que c'est des bénévoles qui s'occupent de l'organisation de ce festival? Alors, on a une équipe qui est, je dirais, à l'année pour la réalisation du festival. Et puis, il y a un énorme travail, comme l'expliquait tout à l'heure Dominique Roland, de préparation. Et c'est vrai que installer 20 expos comme on les fait, c'est pas 20 expos avec des formats 80-120, etc., etc. Donc, il y a tout un travail de mise en scène qui est fait, d'installation de cette mise en scène, de peinture, etc., de pose des photos. Et c'est vrai que je remercie, moi, tous ces bénévoles qui participent. Il y a une ambiance géniale. On a plus de 60 bénévoles qui participent et qui font un travail extraordinaire et qui créent aussi ce lien avec la population. C'est des gens qui sont du village, mais aussi des gens qui viennent de 50, 100 km. Et ça, c'est essentiel aussi dans l'état d'esprit même du festival. Oui, parce qu'ils le font vraiment avec enthousiasme. Et ça, c'est assez génial. Et ils sont partie prenante. Et je pense qu'il y a une fierté aussi de dire, on est aussi dans la fabrication du festival. Et ça, c'est assez merveilleux, quoi. Les gens ont le sourire, les gens ont du peps, ils ont la pêche. Et puis, ils voient très bien aussi que c'est un cadeau pour le village. Alors, cette année, on l'a déjà évoqué, c'est l'Australie qui est à l'honneur. Et parmi les œuvres exposées, la photographe Viviane Dahl a vécu plusieurs mois en immersion dans le bush
et l'outback australien. Elle est allée à la rencontre des gens vivant de manière isolée et témoigne de la façon dont ils vivent. Une expérience fascinante pour elle, en terra nullus, titre de son exposition. Il y avait déjà ce moment historique quand les Britanniques sont arrivés en 1770 et que Peter Crook a déclaré cette terre terra nullus, c'est-à-dire une terre sans homme, en niant l'existence des aborigènes qui étaient là depuis 50 000 ans. Et d'un autre côté, le fait de savoir que la majorité de la population vit sur les côtes de ce pays. Et donc, je me suis intéressée aux 10% de la population qui vit au cœur du désert, le Outback. À partir de là, je suis allée à la rencontre de différentes personnes. Il n'y a pas une seule histoire, il y en a plein. J'aurais pu en faire encore plein d'autres tellement c'est vertigineux de visiter ce pays, de voir par exemple au travers du mustering, le rassemblement du troupeau, que la propriété du fermier peut atteindre la superficie d'un département français. Tout est démesuré. Donc, ce qu'on voit à travers le mustering, c'est ça. C'est le rassemblement du troupeau avec 2 hélicoptères, avec des pick-up, avec des motos. Ça nous dépasse complètement, nous, par rapport à notre rythme, par rapport à notre territoire, par rapport à comment on vit. Les gens vivent isolés et il y a une espèce de liberté. Le métier est très, très dur de ces fermiers-là, mais il y a une liberté qu'ils chérissent en fait. Et ensuite, j'ai découvert la tente des boxeurs. Donc ça, c'était complètement hors du temps. C'est une tente de boxeurs qui a été mise en place au début du XXe siècle par le grand-père de Michael Kaotiana. Et donc, Michael Kaotiana, qui lui avait des origines à travers son père et sa mère, à la fois maori et australienne, le fait de reprendre la tente des boxeurs au fil du temps où il organise des combats dans les villes, c'était aussi une manière pour lui de s'affirmer, d'affirmer son amour pour ce pays et son identité aussi, parce que qu'il soit maori ou aborigène, les questions de racisme, les questions identitaires sont très très présentes au cœur de ce pays. Et donc je l'ai suivi sur 2000 km d'Alice Springs à Darwin. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer un peu les backstage, les coulisses, comment ils dormaient, comment ils vivaient dans les tentes. Et donc, j'ai vraiment vécu avec eux pendant de longues périodes et c'était fascinant. Alors, une fois que vous avez arrêté la thématique ou la région globale du festival, à savoir l'Australie cette année, comment vous faites pour aller à la strate en dessous, finalement choisir les thématiques des images qui seront exposées? Alors, les images exposées sur l'Australie. Bien sûr. Donc, sur l'Australie, alors, je vous dirais que moi, je suis parti quasiment vierge sur l'Australie. Mais un petit peu, finalement, comme le sont nous, Européens, ou nous, les Français. L'Australie, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Il y a des chiffres comme ça qui sont qui sont importants à préciser. L'Australie, c'est une île-continent. C'est 14 fois la France pour 26 millions à peine d'habitants. Donc, comme le disait Viviane Dahl, c'est terra nullius. Mais je dirais que pour moi, c'était un peu terra nullius aussi en termes photographiques. Alors, il y avait un photographe que je connaissais le travail, c'était Trent Park. Trent Park, qui est un membre éminent qui est aussi au l'agence programme. Magnum, qui est au programme, bien entendu. Et je dirais qu'à partir de lui, ça a été une découverte aussi. Moi, j'ai été très, très surpris parce que autant il y a un désintérêt total, il faut le dire, des gouvernements australiens, de la population, par rapport à toutes ces questions environnementales. Mais les photographes, eux, sont extrêmement préoccupés par ça, les photographes australiens. Et ce sont vraiment des lanceurs d'alerte au niveau environnemental, parce que l'Australie, c'est un pays qui est très, 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 très mal noté. C'est le 2e pollueur au monde par habitant. Derrière, juste après l'Arabie Saoudite. On ne l'imagine pas. Et puis au niveau de la consommation de charbon. Voilà, ils sont qu'au charbon. Nous, on fantasme ce pays. On fantasme parce que c'est ces grands espaces, il y a ce côté outback presque, entre guillemets, western. Et donc, ça nous fait rêver avec des paysages incroyables. Mais qui sont ces artistes? Qui sont ces créateurs? Et comment ils traitent de leur île-continent? Et donc là, il y a plein d'écritures. Et moi, j'ai été extrêmement surpris de découvrir des photographes, des femmes d'une création, d'une créativité exceptionnelle, comme des photojournalistes, où, je vais faire cet aparté, mais Adam Ferguson, par exemple, c'est un immense photojournaliste, c'est quelqu'un qui a travaillé pour des grands magazines américains sur les théâtres de conflit, donc il est allé en Afghanistan, il est allé en Irak, il a couvert le monde entier, pour le Washington Post, ou pour le Los Angeles Times, ou pour Time Magazine. Et puis à un moment, il est revenu en Australie, qui est son pays natal. Il dit, en fait, je ne connais pas ce pays. Et je vais le découvrir. Et j'ai envie de raconter.
Et il a passé des années, il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à traverser le pays et aller à la rencontre de ces populations isolées. Et il en sort cette exposition que nous avons qui s'appelle Big Sky, qui va sortir au même moment qu'un ouvrage qui sort là, ces jours-ci, et qui est un travail incroyable qu'il a réalisé lui-même sur les habitants de ces populations isolées d'Australie. Jacques, ça s'est passé comment au moment de valider cette idée? Donc, on vous imagine tous les deux l'été avec vos ordinateurs en train de discuter de destination. Ça se fait après naturellement, l'Australie, ok, on y va, moi non plus je connais pas, ou comment ça se produit? Parce que souvent les images qu'on reçoit de l'Australie sont assez anxiogènes, ça va être des incendies. C'est plutôt une vision négative qu'on peut avoir de très loin. Non, mais c'est ce que disait Cyril. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un pays à un moment donné et de découvrir justement. C'est ce que me dit souvent Pascal Mette, il vient tous les ans aussi, Pascal, il découvre des photographes. Et c'est vrai qu'on croit connaître quand on pense en Australie, on croit connaître, mais effectivement, on pense à un train park, et puis après, c'est assez limité. Donc c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup le travail de Cyril, justement, de recherche, qui est assez extraordinaire et qui est diversifié. C'est ça aussi qui est important, vous pourrez le découvrir lors de cette édition. On a vraiment des écritures très différentes sur des sujets de société et des sujets environnementaux aussi, mais avec des écritures très différentes. Alors, il y a une aparté, là, Viviane Dahl est française, mais c'est la seule de la programmation. Il a travaillé Les très restes longtemps sur l'Australie. Les restes, ce sont que des photographes australiens. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de découvrir. Et la photographie, pour ça, est une ouverture incroyable. Et puis, je vous dirais qu'en finalement, je crois que c'est ce qui nous complète. On ne se complète pas forcément avec Jacques. Je crois qu'on a un peu les mêmes idées. Et on a un peu le même œil. Donc, je pense qu'on partage déjà les mêmes valeurs, en règle générale. Et ça, c'est important. Et que même en termes photographiques, on a à peu près des goûts équivalents. Donc, c'est plutôt rassurant aussi. Il y a rarement eu d'opposition. Il y a des choses qu'on aime plus ou qu'on aime moins. Donc, ça permet de nous retrouver ensemble sur des points communs. Et c'est ça qui fait notre force. Alors du coup, on peut faire un peu de name dropping, à part Viviane, parmi les jeunes photographes qu'on va pouvoir découvrir à cette édition, qu'il est intéressant de suivre. Alors sur l'Australie ou sur les autres? Parce qu'après, il y en a plein de jeunes sur d'autres programmations. Ça peut être en tout, on va y venir aux autres regards, mais ça peut être mais avec des gens plus connus. Donc on peut peut-être citer, comme le dit Arthur, des jeunes talents. Alors des jeunes talents, bon, alors ce ne sont pas forcément des très jeunes talents, je vais dire, sur l'Australie, mais ce sont des photographes qui sont des photographes assez reconnus dans leur propre pays. Mais ce qui est c'est assez étonnant, c'est qu'ils vont être présents dans des expositions, dans des musées en Australie, mais on les voit peu à l'extérieur. On les voit très peu. Alors, il y a des écritures totalement différentes et des personnages intéressants. Je dirais que ce sont des personnages aussi intéressants, parce que ce sont aussi, à leur manière, des combattants. Je pense à Bobby Lockyer. Bobby Lockyer, c'est une photographe ici, personne n'en a entendu parler. C'est une photographe aborigène qui a moins de 40 ans et qui, elle, défend, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, les droits des peuples premiers en Australie. Nous, quand on voit de chez nous, on n'y pense pas trop, je dirais, à ces pauvres gens. À ces pauvres gens parce qu'ils vivent dans des conditions de droits civiques bafouées, dans des conditions assez misérables de vie. Et elle ne veut pas montrer cette misère des aborigènes qui sont vraiment mis de côté par l'Australie en règle générale. Je fais une petite aparté, mais en octobre dernier, c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler du tout, mais il y a eu un immense référendum en Australie pour reconnaître dans la constitution australienne les droits des peuples aborigènes. Ça a été refusé à près de 70% par l'Australie. Donc, c'est-à-dire que les aborigènes, on ne reconnaît pas les aborigènes comme des peuples premiers en Australie, alors qu'ils sont arrivés il y a plus de 20 000 ans. Donc, Bobby Lockyer, elle va montrer un travail, mais qui est très beau, très doux, en empathie. Et c'est ça qu'on aime bien aussi à l'Agassi, c'est de montrer cette bienveillance et de l'empathie par rapport au monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'elle va mettre ces thématiques de la naissance, de la féminité, de cette osmose entre l'homme et la terre, et justement qui montre ce lien très fort qu'a
qu'ont les peuples aborigènes avec leurs terres. Donc voilà, je vous parle de Bobby Lockyer, mais sinon, on a d'autres artistes, mais qui ne sont pas forcément des très jeunes artistes, mais on va les retrouver, ces très jeunes artistes, aussi dans la nouvelle programmation, enfin dans la programmation, dans la thématique qui est à côté, tout que je peux vous développer 2-3 noms comme ça, parce que ça a été, ce sont des surprises aussi. Joël Meyerowitz, qui est un jeune artiste. Oui, découvrez-le si vous ne connaissez pas son travail, c'est dommage. Ça vaut le coup. Non, alors on a une exposition par exemple sur l'Amérique avec Louise Jones. Louise Jones, elle a 20 ans. Travaille sur Montana. Voilà, vous connaissez, et c'est un travail extraordinaire. Alors Louise Jones, pour la petite histoire, c'est la fille de Chris Jones, qui a été un des très grands rédacteurs en chef du National Geographic. Je vais vous dire, je pense qu'elle a été baignée dans une culture de l'image, et ça se voit. Mais Louise Jones, elle va vous montrer cet ouest américain, enfin, sincèrement, avec avec une beauté, avec une écriture, avec des photographies assez pastel. Mais presque à une autre époque. Enfin, c'est presque une autre époque, c'est ça qui est... Dans le Far West, en fait. Bon, c'est le Far West, un peu. C'est le Far West. Big Sky Country. Exactement, c'est quelque chose de merveilleux, mais on a des, quand je parle d'autres jeunes photographes... Et on l'a découvert à Visa pour l'image. On l'a découverte à Visa pour l'image, effectivement. Donc, elle était venue à Visa pour l'image, et puis je l'ai vue par hasard. Moi, je me souviens, elle m'a montré son portfolio, et moi, j'ai fait « ting ». Ça m'a fait titre et ça m'a amené à je me projette aussi pour l'année d'après. On a une jeune photographe qui s'appelle Alice Palot. Alors, elle a moins de 30 ans aussi, qui est lauréate cette année du prix des nouvelles écritures, pour lequel on avait souhaité donner une nouvelle dynamique, puisque ce prix nouvelle d'écriture, aujourd'hui, on le fait en partenariat avec l'EICA. L'EICA est rentré dans la danse. Et le magazine formidable. de l'air. Et le magazine de l'air également. Stéphane Brasca, on le salue. Exactement, Stéphane Brasca. Et avec Alice Palot, elle a prolongé son travail, qui était un travail qu'elle avait débuté sur les algues maudites, qui sont c'est la profilération des algues vertes sur les côtes bretonnes. Mais c'est vrai qu'elle a une esthétique souvent futuriste. C'est vraiment de la nouvelle écriture photographique. En grand, c'est immense. Et elle a continué ce travail jusque les derniers clichés qu'on va montrer ont été réalisés au mois de mars ou au mois d'avril dernier. Donc là, on est dans un travail très artistique. Voilà, c'est toute cette appétence que nous avons. Après, on a des grands maîtres de la photographie, bien sûr. Alors, en dehors de l'Australie, il y a d'autres regards qui seront à l'honneur de cette 21e édition et qui pointent des enjeux majeurs d'un point de vue environnemental. Georges Steinmetz a déjà exposé 2 fois à la GACI. Voilà 10 ans que le photojournaliste mène une enquête photographique sur l'épuisement des ressources naturelles en écho à la consommation alimentaire à l'échelle mondiale. Pour lui, exposer à la GACI fait totalement sens. Je ne pense pas que la majorité des gens perçoivent l'impact de leurs choix alimentaires sur l'environnement. Pourtant, la production de nourriture a un impact majeur sur la perte d'habitat ou l'émission de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, sur la vulnérabilité de la biodiversité marine. Le but de mon projet est d'amener les gens à considérer leurs décisions en matière de nourriture à l'aune des problématiques environnementales. À cet égard, je pense qu'il colle bien avec le festival. Je crois qu'en France, la prise de conscience collective a été accélérée par le travail de Yann Arthus Bertrand. Avec La Terre vue du ciel, il a montré l'état du globe en un livre et cela reste le livre photo le plus vendu. Son impact a été énorme. D'autres photographes se sont inspirés et ont poursuivi leurs efforts dans cette voie depuis. Alors, Georges, il évoque évidemment l'influence de Yann Arthus Bertrand et donc son projet, évidemment, La Terre vue du ciel. Est-ce que ce travail-là a aussi fait partie de vos inspirations pour créer ce festival ? Yann Arthus Bertrand, on l'a exposé 2 fois ou 3 fois, je crois déjà. Yann Arthus Bertrand, ça fait partie aussi de ces grands maîtres de la photographie, mais c'est aussi un personnage extrêmement engagé pour l'avenir de la planète. Donc il est clair qu'il a toute sa place. Et je le dis d'autant plus parce que y a certains photographes qui ont une sorte
pas de médisance, mais vis-à-vis d'Yann Arthus Bertrand. Pas que des photographes, d'ailleurs. Voilà. Le grand public aussi. Peut-être Le trop grand- vu à un moment, trop ouais, entendu, mais je trop sais vu. pas. Mais c'est incroyable ce qu'a fait Yann Arthus Bertrand pour l'histoire de la photographie. Quand il a fait La Terre vue du ciel, effectivement, c'est la première fois qu'il y a eu un livre, un beau livre photo, qui a eu un tel succès en librairie. D'ailleurs, après, il y a énormément de photographes qui ont essayé de reproduire la même chose. Mais Yann Arthus Bertrand, c'est aussi un photographe qui a énormément aidé des jeunes photographes, qui les a accompagnés, qui leur a donné leur chance. Donc, c'est quelqu'un qui mérite d'ailleurs sa place à l'Institut et à l'Académie française. Mais d'ailleurs, le fait que Georges Steinmetz lui rende hommage comme ça, c'est un beau symbole. Lui aussi fait des photos aériennes. Tu peux peut-être nous dire quelques mots de ce travail extraordinaire, Feed the Planet, que réalise Georges Steinmetz depuis 10 ans? C'est 10 ans de boulot. C'est 10 ans de boulot. Georges Steinmetz, effectivement, il travaille plutôt avec un ULM et il fait de la photographie aérienne. Et c'est 10 ans de travail sur une question, effectivement, nourrir la planète, sur une question assez fondamentale qui était de se dire, dans nos civilisations modernes, la place de l'alimentation et comment nourrir aujourd'hui 8 milliards d'habitants, demain 10 milliards d'habitants, en puisant dans nos ressources naturelles. Et il y a 4 volets dans cette exposition. On ne montre qu'une 70-80 photos, alors qu'il y en avait, moi je vais vous dire, quand j'ai reçu son pré-choix, c'est-à-dire que sur 10 ans de travail, j'y avais plus de 450 photos, et toutes différentes, en abordant l'alimentation, sur les thèmes de l'agriculture, sur les thèmes de la pêche, sur les thèmes de la consommation. Et ça, c'était complètement fou. On a réduit à 70, ça a été un crève-cœur. Mais c'est un travail, c'est une vraie somme vertigineuse où il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement dans le travail de Georges Steinmetz. C'est juste de montrer la... Il y a une distance aussi. Donc il y a une distance, il y a une productivisme, il y a montrer le productivisme, le gigantisme aujourd'hui de ces productions que l'on fait pour nourrir effectivement 8 milliards d'habitants. Mais ça soulève aussi des questions. C'est-à-dire que quand on a notre assiette et qu'on est en train de prendre notre morceau de poulet, on ne se pose pas la question, on ne regarde pas plus loin que les étals soit des boucheries ou des supermarchés, mais c'est d'où ça vient, comment ça a été produit et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer. C'est pas de dire on va arrêter de manger de la viande ou on va arrêter de manger du pain ou de bouffer. C'est pas ça. C'est comment faire attention pour ne pas épuiser la planète. Alors, puisqu'on parle d'engagement, il semblerait qu'à l'heure actuelle, les problématiques écologiques passent un peu en second plan. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir à la suite des dernières élections européennes il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a une dimension un peu politique dans ce festival, Jacques? Non, politique, après on peut tout politiser, mais c'est ce que disait Cyril. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer, d'avoir... les photographes, pour nous, ce sont des éclaireurs. Ils nous permettent de voir tel ou tel sujet. On parle du sujet de Georges. Il ne critique pas le système, il vous le montre, le système. Après, vous vous posez des questions. Il nous met face à lui quand même. Comment? Il nous met face à lui quand même. Exactement. Face au système. Donc après, c'est à vous de voir en tant qu'individu. Je pense que nous, notre propos, c'est de montrer des situations. Quand on montre l'Amazonie avec Sébastião, on a plutôt une mise en scène de ces photos qui sont idylliques. C'est une forêt magnifique, des peuples qui vivent en harmonie. Moi, pour être allé plusieurs fois en Amazonie, c'est pas que ça. Donc, mais ça nous intéresse de montrer ça, parce qu'il y a aussi cette relation forte de population avec la nature. Et donc, on n'est pas dans ce schéma de politiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est utiliser le travail colossal que font certains photographes pour montrer à la fois la beauté de la nature. Quand on a fait une thématique sur les océans, on parlait de la surpêche, on parlait de la pollution, on parlait des migrants, on parlait de la beauté des océans, etc. Après, charge à chacun de se faire des opinions. Mais on n'est pas là pour faire des opinions pour le public. Alors, c'est vrai que est-ce que c'est un acte politique? J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'on n'est pas dans l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer le drame pour le drame, d'essayer de faire culpabiliser les gens. C'est la différence avec une écologie plus positive. Cette écologie positive, c'est aussi de montrer
les ferments de beauté de notre planète, parce que ça, c'est important, avec des photographies de grands talents, de photographes de grands talents, qui nous montrent aussi la beauté de la nature. Et à partir de cette beauté de la nature, c'est de réfléchir, c'est d'interpeller, mais c'est aussi d'émerveiller et de faire croire, en cette terre qui est unique. Hein. On n'en a qu'une, donc il faut en profiter. Et donc ça peut être un acte politique. Et je dirais que pour cet été, oui, je crois que ça fera du bien d'aller à la Gacilly. Je vous dis, ça fera du bien d'aller à la Gacilly parce que vous parliez des élections européennes, mais c'est vrai qu'on vit dans un chaos, et pas qu'en France, à l'étranger, à l'échelle du monde. Enfin, je ne sais pas, on a l'impression que les mauvais corbeaux se sont massés dans un nuage noir C'est une autour sale de période, cette terre. clairement. Donc c'est une très sale période, mais qui dure. Et je dirais qu'il dure depuis plusieurs années. Et là, en plus, on a un mauvais temps. Donc, je pense que Il fera l'été... beau à la Gacilly. Voilà. Et je pense C'est toujours beau la Gacilly. Toujours. Microclimat, c'est le Morbihan, c'est sublime. Mais du coup, je pense que ça fera du bien, effectivement, d'arriver, de se balader un petit peu dans des allées, d'entendre la végétation, parce que quand on est à la Gacilly, c'est les arbres aussi, c'est le bruit des arbres, c'est le bruit des oiseaux, c'est des photos qui sont belles, majestueuses, grandes, et qu'on a besoin un peu d'espace de souffler, tout simplement de souffler, de s'émerveiller et de s'interroger. Au fil des années, la Gacilly cultive aussi son ancrage local. Pour Sophie Zénon, artiste photographe, il s'agit de la 3e participation à ce festival. Pour cette édition, elle a honoré une commande du festival et du conseil départemental en optant pour un procédé photographique pour le moins confidentiel. Mon travail s'appelle La mémoire des pierres. Alors, c'est une commande qui est en fait une carte blanche qu'on m'a proposé de porter mon regard sur un patrimoine rural que l'on pourrait dire sensible, c'est-à-dire essentiellement un patrimoine qui est architectural, mais qui peut être religieux, qui peut être civil, très peu connu. Hein, on est loin des grands sites touristiques du Morbihan. C'est souvent un patrimoine qui est aussi secret, qui était dissimulé dans la nature et dans la végétation. Et la chance, c'est d'avoir pu travailler avec un conservateur du patrimoine, Diego Mins, qui m'a emmené sur ces lieux et ces chemins secrets. Les lieux sont fantastiques. Hein. J'ai aussi bien été dans des chapelles. Par exemple, une de mes préférées, c'est la chapelle de Saint-Gildas à Plumelio, avec cet énorme rocher qui semble écraser le bâtiment, mais aussi des fontaines, comme la fontaine de Becquerel au Bonneau. Ça peut être aussi des châteaux, le château de Candec, par exemple, à Locmaria. Et puis aussi des sites très anciens, par exemple l'ancienne carrière de pierre à Locon, à Ploerdut, ou alors même le dolmen de la Loge au Louvre. Enfin, tout ça, c'était des lieux absolument fascinants parce que majoritairement, c'est des lieux, bien sûr, on parle de bâtiments donc en granit, mais qui sont intrinsèquement liés dans le végétal. Et c'est ce qui rendait en fait ces lieux totalement magiques. C'est un patrimoine qui est secret, mais c'est aussi un patrimoine très vivant parce que beaucoup d'habitants portent une grande attention à sa préservation. Ils sont très impliqués en fait dans leur patrimoine et vivants aussi dans le sens où ils font toujours l'objet aussi de rassemblements. Par exemple, les pardons qui sont encore très pratiqués dans cette région rurale du Morbihan. J'ai eu un énorme plaisir vraiment à réaliser cette carte blanche, malgré un temps qui en Bretagne était très souvent pluvieux, avec des ciels plombés. Mais au final, je peux dire que ces ciels gris, sans nuages, m'ont permis d'avoir une lumière magnifique, une lumière très homogène, sans contraste, qui a parfaitement servi mon procédé photographique, à savoir l'orotone. Alors, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse l'orotone. L'orotone, c'est un procédé ancien qui date de la fin du 19e siècle et qui consiste en fait à prendre une plaque de verre sur laquelle on étale une émulsion photosensible et de réaliser un tirage donc argentique sur cette plaque, sur laquelle ensuite on applique une dorure. J'ai choisi ce procédé qui paraît comme ça un peu hors du temps, mais qui permet de créer des objets photographiques. Vraiment, la notion d'objet est importante, mais des objets photographiques très précieux. Donc, je voulais que cette technique, en fait, la forme, serve le fond, c'est-à-dire ce caractère préservation, patrimoine, préciosité et donc attachement des habitants à ces sites. Bon, là, on est clairement dans la technique spéciale ancrée dans le local. C'est important, Jacques, de donner de la place aussi aux artistes locaux dans ce festival. Alors, des artistes locaux, pas forcément. Hein. Dans le cas précis, là, c'est une commande photographique que l'on fait tous les ans avec le Morbihan. Et ça, c'est important parce qu'on met en scène...
différentes thématiques à l'intérieur du département. Et c'est vrai que le travail de Sophie est remarquable parce qu'il associe à la fois cette sensibilité à faire des photos, comme elle le dit, mais en même temps, elle est transformée par des procédés qui datent de plus d'un siècle. Et pour moi, elle fait partie de ces photographes qui sont à la fois, bien sûr, photographes, artistes et artisans, quoi. Parce que ce maniement, pour arriver à sublimer ces photos, moi je les ai vues sur pièce, c'est assez remarquable. Et ça donne une autre dimension de ce petit patrimoine. Et encore une fois, c'est super important pour nous, dans notre territoire du Morbihan, de montrer qu'on a ce petit patrimoine. Et encore une fois, comme elle le disait très bien, Sophie, beaucoup de gens sont là pour le préserver, s'en occuper. Et c'est un bel hommage que l'on fait à toutes ces personnes et bien évidemment à tout ce patrimoine. Et c'est pas la première fois qu'elle travaille en commande au niveau local. Et apparemment, Cyril, une structure en bois a spécialement été conçue pour cette exposition. Elle nous a confié. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, c'est-à-dire que l'exposition va avoir lieu dans le labyrinthe végétal, donc au milieu des arbres. C'est un endroit magique, hein, la Gacilly. C'est vraiment un labyrinthe végétal. Et on met des expositions. Mais là, on a construit avec une structure en bois, mais du bois, mais pas fermé. Mais on a l'impression de rentrer dans ce labyrinthe à nouveau dans une galerie ouverte. Donc il va mettre en valeur totalement les images de Sophie. C'est très important le choix du photographe pour la commande photographique du Morbihan. Effectivement, on voulait appuyer sur le petit patrimoine rural parce qu'on n'avait pas fait. C'est là où le choix du photographe est important. Parce que vous pouvez photographier le patrimoine rural de façon très ennuyeuse. Très ennuyeuse, avec de l'illustration générale. Ça serait assez courant, c'est ce qu'on voit malheureusement quand on regarde des fiches Wikipédia. Donc ce n'était pas notre objectif. Nous, on veut défendre la photographie. Et Sophie, c'est quelqu'un qui explore, surtout depuis quelques années, le médium photographique et qui essaie de trouver des idées originales. Donc quand on avançait avec elle, quand elle est arrivée sur cette idée de l'eurotone, c'était génial. Parce que déjà, on faisait effectivement la commande en plein hiver, donc il n'y a pas de feuilles sur les arbres, donc c'est un peu triste. Il ne faisait pas très beau parce que c'est en hiver comme partout. C'est pas spécifique au Morbihan où il fait très très haut. On l'aura J'avais compris. appris. Mais et là, pour c'est vrai l'Office qu'en du tourisme. en travaillant, On va pas épiloguer là-dessus. en travaillant sur l'eurotone, du moins avec cette technique de l'eurotone, on est dans un procédé ancien où vous verrez la texture dorée un petit peu, ça fait penser un petit peu c'était un peu ce que faisait Edward Curtis en son temps. Edward aux États-Unis. Curtis, oui, Voilà. qui a Et donc, documenté la population des Indiens des Exactement, États-Unis. exactement. Travail extraordinaire. Et c'est vrai que ce procédé ancien montre finalement, ça permet de révéler encore mieux cette intemporalité des monuments du Morbihan. Donc c'était génial, son idée est super et c'était un vrai pari fou que de lui confier cette commande, mais pas si fou que ça. Bon. Alors, pour conclure notre échange, on va faire un petit focus sur l'une des caractéristiques de ce festival, à savoir la taille des tirages, avec certaines toiles pouvant atteindre 80 mètres carrés. Légende de la photographie, Bernard Plossu a posé ses valises à la Gacilly et c'est donc l'occasion de découvrir ces tirages Fresson en grand format, ce qui n'était pourtant pas une évidence pour ce grand voyageur, comme il nous l'a confié. En fait, les tirages que Fresson fait pour moi sont pas très grands. Et ça m'intéressait de voir comment ça tiendrait en plus grand. Donc j'ai regardé sur le site La Gacilly, j'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai vu que les panneaux, non seulement étaient magnifiquement réalisés techniquement, mais très bien placés aussi dans les rues, dans la nature. Et ça compte beaucoup. J'avais une première expérience de grand format quand Emmanuel Delécoté avait exposé mes photos de Paris agrandies, j'ai fait couleur de Paris, agrandi autour de l'hôtel de ville. Et moi, ça m'avait beaucoup plu. Ça m'intéressait d'un point de vue grain, parce que le Fresson a du grain. Mais le Fresson agrandi, le grain rend magnifique, ça colle. C'est pas un format auquel je pense, moi, d'instinct, si j'ose dire. Mais par contre, c'est une expérience qui me tentait. La Gacilly, je vois des choses qu'ils font depuis des années. Bon, j'étais évidemment très, très content d'être invité. Tout le monde m'en dit beaucoup de bien. Je sais pas comment dire, si ce n'est que tout ce que j'ai déjà vu comme presse au sujet de la Gacilly m'a toujours paru très bien. Les photos qu'il m'a envoyées d'expos d'années d'avant avec des tirages agrandis, c'est bien parce que c'est pas juste séduisant. Ça garde le contenu. Voilà, c'est ça qui me paraît bien à la Gacilly. Parce que souvent, grand, ça peut être tape à l'œil.
Et là, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit au contraire de respecter les auteurs en montrant en quoi leur âme est sur les images. C'est pas du tirage agrandi pour faire grand. Parce que souvent, le grand format me gêne parce qu'on sent que c'est pas forcément idéal à l'image. Et là, moi, je trouve ce que j'ai vu, en tout cas de ce qu'ils font des années d'avant, c'est très bien. C'est très bien. C'est plaisir, non Merci. Hein. Ouais, grand monsieur, Bernard Plossu. Ouais. Très grand monsieur. Et vous voyez, il y a encore plein de choses à faire. Ça fait 20 ans qu'on fait ce festival à la Gacilly. Bernard Plossu, à chaque fois, ça revenait. Il dit, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et puis, on l'a eu cette année. On a eu le bonheur d'aller le rencontrer dans le Midi avec Jacques. C'était au mois de février dernier. On est allé le voir. Et c'est un personnage exceptionnel. Je crois que c'est la poésie en images. C'est vraiment la poésie en images. Alors c'est vrai que Bernard Plossu, quand il parlait des tirages Fresson, ce sont des tirages couleurs. Bernard Plossu, on le connaît plus souvent pour ses photos noires et blancs. Et ce qui nous a intéressé, c'était justement cette couleur. Mais c'est un infatigable voyageur, c'est un voyageur migrateur, c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Et ça se voit au fil de ses images, avec tellement de poésie, tellement de beauté. Donc merci Bernard. Ouais, on est très heureux de ces réflexions, parce que, encore une fois, c'est le regard des photographes est essentiel. Donc, mettre en scène les tirages, etc., comme le dit Cyril, avec cet esprit Fresson, c'est essentiel de respecter le travail comme un grand photographe qui est Bernard Plossu. Oui, puis respecter le grain, respecter la matière, le contenu, malgré le grand format. Et c'est important ce qu'il dit, les grands formats conservent l'âme de la photographie. C'est des mots forts, ça. C'est quelque chose à laquelle vous êtes particulièrement sensible quand vous envisagez ces travaux en très grand format, j'imagine. Là, ça a été un travail titanesque pour Bernard Plossu, parce qu'effectivement, les tirages Fresson, c'est une famille. C'est la famille Fresson qui est installée depuis le 19e siècle, à Savigny-sur-Orge, et qui font ces tirages à cet aspect un peu poudré, un peu irréel, à partir de tirages argentiques couleur. Mais les tirages qu'on avait récupérés, effectivement, comme le disait Bernard, c'est des tout petits tirages. Ils faisaient 20 cm de large. Et puis à partir de ça, on va en faire du 140. Donc il a fallu reproduire, on a été avec les artisans du regard, reproduire, faire des scans, mais d'une qualité incroyable de ces tirages Fresson, grâce à Camera Obscura d'ailleurs, parce que il y a Didier Brousse qui détient ces tirages dans sa galerie, magnifique. Et donc on a fait ces scans, et à partir de ça, il y a eu un énorme boulot aussi qui a été fait chez Picto pour respecter, et puis après pour reproduire et d'en refaire justement à partir de 20 cm, de faire quelque chose de 140, en respectant la texture, la couleur si particulière qui sont à l'origine des Fressons. Bon. On parle un peu du futur maintenant, Jacques. C'est quoi la suite pour ce festival dans les années à venir? C'est la 22e édition. On commence à réfléchir à la thématique avec Cyril. On va se retrouver ensemble en Corse, pour rien vous cacher, et on va discuter. Ce sera donc sur la Corse. Très bien. Voilà, c'est ça. Non, en principe, c'est sur la photographie monégasque. Voilà. On hésite entre Liechtenstein, Luxembourg, Monégasque. Ou Sainte-Hélène. Voilà. On a repéré un photographe. Il n'y en a qu'un. Mais après, plus sérieusement, l'année dernière, c'était les 20 ans du festival. C'est un sacré cap. Et est-ce que vous pouvez continuer comme ça à maintenir cette gratuité, ces expositions en plein air aussi longtemps? Ça paraît être une vraie gageure dans le climat même culturel actuel. C'est un enjeu, c'est un budget, donc il faut trouver les partenaires. Je me plais à répéter de temps en temps que le ministère de la Culture, la DRAC et l'État ne nous soutiennent absolument pas, à hauteur de 2% du festival. Donc, quand on me dit que la gratuité d'un festival, ça leur plaît pas, j'avoue que je comprends pas. Mais on a des partenaires. On a des partenaires privés, on a des partenaires aussi publics. On a cette licence avec Baden. On a des dons aussi de la part des visiteurs. Tout ça fait qu'on arrive à boucler le budget, mais c'est effectivement une gageure. Après, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir acquis avec les années une certaine renommée.
On parlait tout à l'heure, effectivement, quand Jacques disait Nick Brandt, qui expose partout à Los Angeles, qu'on lisait l'Agassi, il ne comprenait pas. Aujourd'hui, ça, c'est assez étonnant. Quand on parle même avec des photographes australiens, et que je les contacte par email ou par WhatsApp, enfin, on se débrouille, et je leur parle de l'Agassi, ils ont entendu parler. Donc ça, pour nous, c'est formidable. Ça veut dire que ça a dépassé non seulement les frontières du Morbihan, mais les frontières de Bretagne, les frontières de France, pour aller jusqu'à l'autre bout du monde. Donc c'est ça aussi, mais c'est un vrai travail d'équipe. Travail d'équipe avec les équipes qui sont sur place, la scénographie, avec les labos, place énorme. Et puis après, je crois le bouche à oreille qui est fait avec les photographes, parce que je crois qu'on respecte leur travail, qu'on les honore, on les invite, on les paye. C'est important parce qu'il y a Que l'on passe un bon moment aussi. Et que l'on passe un Très très bon agréable. moment. Et que l'on passe un très bon moment. Et c'est vrai que ce bouche à oreille, c'est plutôt les photographes qui le font. Et qui se recommandent et qui en parlent entre eux. C'est une petite famille, la photographie. Donc ça, c'est notre plus belle fierté, oui. Je me souviens que c'était difficile de convaincre il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir parlé de ce festival, de cette 21e édition. Et en toute franchise, ça donne vraiment envie d'y aller. Merci à vous. Merci infiniment. Merci pour votre accueil.